Tu es créatif, tu utilises l'IA et tu n'as pas suivi ce qu'il s'est passé en février 2026. On va rattraper ça ensemble. Google sort un nouveau modèle d'image. Midjourney réécrit tout son code depuis zéro. Figma transforme tes croquis en vecteurs. Kling fait du vrai cinéma génératif. Adobe monte tes rushs à ta place. Canva rachète un concurrent direct d'After Effects. Tout ça en 28 jours. Avant d'attaquer les outils, je veux te poser un chiffre. 91%. C'est la proportion de designers qui déclarent que l'IA améliore la qualité de leur travail. Ce chiffre vient du rapport State of the Designer 2026 publié par Figma. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le débat pour ou contre l'IA est derrière nous. La vraie question maintenant, c'est est-ce que tu pilotes tes outils ou est-ce que tu te laisses piloter par eux? Et ce qui ressort aussi de cette étude, c'est que la différence ne se fait plus sur la vitesse de production, elle se fait sur la justesse. Les créatifs qui tirent le mieux leur épingle du jeu sont ceux qui savent exactement quoi demander à l'IA et surtout quand ne pas l'utiliser. Et on commence par la plus grosse annonce du mois. Le 26 février, Google a sorti Nano Banana 2. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut que je t'explique comment marchent les modèles de Google. Ils ont deux versions. Une version Pro qui est très précise mais lente et une version Flash qui est ultra rapide mais un peu moins fine. Nano Banana 2, c'est la fusion des deux. Tu as la vitesse de Flash avec la qualité du Pro. En pratique, tu tapes ton prompt et ton image arrive quasi instantanément avec un niveau de détail qu'on avait sur la version lente. Et surtout, il génère du vrai 4K natif. Je dis vrai parce qu'il y a une différence fondamentale avec ce qu'on faisait avant. Avant, on générait une image en basse résolution, puis on l'agrandissait avec un outil d'upscaling. C'est un peu comme quand tu zoomes sur une photo de ton téléphone et que ça devient flou. Sauf que l'outil inventait des détails pour combler les trous. Le résultat était correct de loin, mais dès que tu zoomais, ça se voyait. Avec le 4K natif, chaque pixel est pensé dès le départ. Pas de triche, pas de remplissage artificiel. Mais le truc qui change vraiment la donne pour nous, c'est la cohérence des personnages. Tu peux définir jusqu'à 5 personnages et 14 objets. Et le modèle va les mémoriser. Concrètement, ça veut dire que ta mascotte, ton personnage, il garde exactement la même tête d'une image à l'autre. Avant, à chaque nouvelle génération, c'était un peu la loterie. Même visage, même prompt, mais un résultat différent à chaque fois. Maintenant, tu fixes ton personnage une fois et il reste identique sur toute ta série. Fini la roulette russe. Et la typographie intégrée est enfin propre, lisible, bien placée et cohérente. Il y a 6 mois, on en rêvait. Aujourd'hui, c'est là. Pour bien comprendre à quel point les choses ont changé, imagine que tu prends la même image générée par Midjourney V6 il y a quelques mois avec un upscaling appliqué dessus et que tu la compares à ce que sort Midjourney V8 aujourd'hui en 2K natif. De loin, c'est quasiment pareil, mais dès que tu zoomes, la différence est brutale. Sur la V6, les textures deviennent molles. Les détails sont inventés par l'algorithme d'agrandissement. Sur la V8, chaque fil de tissu, chaque grain de matière est là depuis le début, parce que le modèle l'a calculé directement à cette résolution. Midjourney V8 est en phase finale de test depuis le 20 février, et c'est un renouvellement en profondeur. Ils ont réécrit tout leur moteur de calcul pour exploiter directement la puissance brute des cartes graphiques, au lieu de passer par des couches intermédiaires plus lentes. Résultat, la génération est devenue extrêmement rapide et la typographie a été complètement retravaillée. Côté open source, Flux.2 a été accéléré par 3 et il permet de générer du 4 mégapixels en local, directement sur ta machine, sans envoyer tes fichiers sur un serveur distant. Pour ceux qui travaillent sur des données clients confidentielles, c'est une solution solide. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'étape d'upscaling est en train de disparaître. Le 4 février, Figma a sorti un outil qui s'appelle Vectoraz. Le principe est simple. Tu prends un cookie fait à l'arrache sur un post-it, tu le donnes
à l'IA et elle te le convertit en calque vectoriel éditable. C'est-à-dire que tu récupères des formes propres, séparées, modifiées individuellement. Exactement comme si quelqu'un avait retracé ton dessin à la main. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est la suite de la chaîne. Grâce au serveur MCP, les MCP, c'est en gros un protocole qui permet à deux logiciels de communiquer directement entre eux. Figma peut envoyer ton design automatiquement à un outil de code comme Claude Code. Ton design est transformé en composant web en CSS, du croquis au code fonctionnel sans passer par la case je refais tout proprement dans un fichier séparé. C'est probablement le chemin le plus court qu'on ait jamais eu entre une idée griffonnée sur un bout de papier et un produit qui tourne. On passe maintenant à la vidéo. Et là, c'est Kling 3.0 sorti le 4 février qui fait la démonstration la plus impressionnante du mois. Le concept clé s'appelle Director Memory. Et pour bien comprendre pourquoi c'est choquant, il faut que je te rappelle comment fonctionne la vidéo générative aujourd'hui. Normalement, quand tu génères un clip, le modèle n'a aucune mémoire d'un clip à l'autre. Si tu fais un plan de face sur un personnage, puis que tu lui demandes un contre-champ, tu obtiens un personnage différent, un décor qui a changé, une lumière qui n'a rien à voir. C'est comme si tu changeais de réalisateur à chaque prise. Le directeur Memory résout ça. Le modèle mémorise les coordonnées spatiales de la scène. Tu fais un plan de face, tu coupes, tu fais un contre-champ, le personnage est le même, le décor est le même, la lumière est cohérente. C'est de la continuité cinématographique, exactement comme un vrai tournage. Il y a 3 mois, c'était impensable en génératif. Le 12 février, ByteDance, légende derrière TikTok, débarque avec Seedance 2.0. Et leur approche est complètement différente de ce qu'on vient de voir. Avec Seedance, tu peux fournir jusqu'à 12 références au modèle en même temps. 9 images, 3 vidéos, 3 segments audio, plus du texte. L'idée, c'est que tu ne décris plus ta scène avec des mots. Tu la montres. Imagine que tu poses ton mood board complet devant un réalisateur avec toutes tes références visuelles, sonores, d'ambiance, et qu'il te sort un plan final en quelques secondes. On passe d'un contrôle par le texte à un contrôle par l'intention visuelle. Et pour nous, qui pensons en images, c'est beaucoup plus naturel. Si tu fais de la vidéo, tu connais cette situation. Tu as 200 rushs d'interview dans un dossier. Tu ouvres ta timeline, elle est vide et tu ne sais pas par où commencer. C'est probablement la phase la plus ingrate du montage, le dérushage, c'est-à-dire le tri et l'organisation de tous tes plans bruts avant de commencer le montage proprement dit. Le 25 février, Adobe a sorti Firefly Quick Cut en bêta pour s'attaquer à ce problème. Le principe, tu lui donnes ton dossier de rush. L'IA analyse chaque plan, identifie les plans d'illustration, repère les passages pertinents, synchronise les éléments entre eux et te sort un premier montage. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un ours, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire une première version de travail. Ensuite, tu exportes vers Premiere Pro et là, tu fais ton vrai travail de monteur. Ce que ça change concrètement, c'est que l'IA prend en charge environ 70% du travail mécanique, le tri, l'assemblage, la synchronisation. Les 30% qui restent, c'est ton œil, ton sens du rythme, ta sensibilité au raccord et c'est précisément pour ça qu'on te paye. Début février, OpenAI a sorti une nouvelle fonctionnalité pour Sora 2 qui s'appelle les extensions. Pour comprendre ce que c'est, pense à l'out painting en image. C'est quand tu étends une photo au-delà de ses bords et que l'IA invente ce qu'il y a autour de manière cohérente. Les extensions, c'est le même principe, mais appliqué au temps. Tu as un clip de 5 secondes qui te plaît, tu peux l'étirer à 15, à 20, à 25 secondes. La scène continue naturellement, sans rupture, sans glitch, comme si elle avait toujours été filmée depuis longtemps. Et pourquoi c'est important d'un point de vue business ? Parce que 4 secondes de vidéo, c'est une démo, un GIF pour un post LinkedIn. Mais 20 secondes, c'est une pub, une pré-roll YouTube. Et ça se facture. On sort de l'image et de la vidéo pour parler son. Et si tu te demandes ce que l'audio vient faire dans une veille
IA autour du graphisme, c'est parce que aujourd'hui, quand tu livres une vidéo à un client, il attend aussi le son, la musique, les voix off, le sound design. Et jusqu'ici, c'était soit tu sous-traitais, soit tu bricolais avec des banques de sons libres de droit ou pas. Je t'ai déjà parlé de Suno dans une précédente veille. Ce qui change avec Studio 1.2, sorti le 6 février, c'est qu'on passe du gadget à l'outil pro. En clair, tu peux maintenant récupérer chaque instrument individuellement et le retravailler dans un vrai logiciel de production. De son côté, Eleven Labs a rendu disponible le 2 février la version 3 de son moteur de voix. Les voix synthétiques respirent, elles hésitent, elles ont des micro-pauses naturelles. On est loin des voix robotiques d'il y a un an. Et leur fonction Music in Painting te permet de corriger un passage précis dans un morceau sans devoir tout régénérer. C'est un peu le tampon de duplication de Photoshop, mais pour la musique. Tu pointes le passage qui ne va pas et tu le replaces chirurgicalement. Pour nous, créatifs, qui devons de plus en plus livrer des projets complets, images, vidéos et sons, ça veut dire une chose. On peut gérer la chaîne de bout en bout sans tout sous-traiter. Ce qui se joue en ce moment, c'est pas juste une course aux fonctionnalités entre outils, c'est une guerre d'écosystème et ça va directement impacter la façon dont tu travailles au quotidien. D'un côté, il y a Canva. Le 23 février, ils ont racheté Cavalry. Si tu ne connais pas Cavalry, c'est un logiciel d'animation procédurale, c'est-à-dire un outil qui crée des animations en connectant des blocs logiques plutôt qu'en posant des keyframes une par une. Il se positionne comme un concurrent direct d'After Effects, en plus léger, en plus moderne. Quand tu combines ce rachat avec celui d'Affinity qu'ils avaient fait il y a quelques mois et leur propre IA Mongo AI, tu obtiens ce qu'on pourrait appeler un Creative OS complet. Design statique, animation, vidéo, tout est dans le même environnement. De l'autre côté, il y a Adobe. Et Adobe fait un virage intéressant. Plutôt que de tout fabriquer en interne, ils deviennent un hub. Firefly intègre maintenant des modèles tiers comme Google Nano Banana Pro ou Runway. Adobe ne fabrique plus tous ses instruments. Il devient le chef d'orchestre qui fait jouer ceux des autres dans ses propres logiciels. Et au milieu de tout ça, Google joue un coup que personne n'avait vraiment anticipé. Le 25 février, ils ont relancé Google Flow sous une forme complètement repensée. L'idée, unifier tous les outils créatifs, ImageFX, Wix et les autres dans un seul studio intégré. Images, vidéo, audio au même endroit. La fonctionnalité qui retient l'attention, c'est ce qu'on appelle le lasso en langage naturel. Le principe, tu entoures une zone de ton image avec un outil de sélection comme un lasso dans Photoshop. Et au lieu d'aller chercher un filtre ou un réglage dans un menu, tu tapes en texte ce que tu veux. Rends ce ciel plus dramatique par exemple. Ajoute de la mousse sur cette pierre et paf, c'est fait. Pas de curseur à ajuster, pas de sous-menu à explorer, juste une phrase. Derrière, les moteurs sont solides. Nano Banana 2 pour l'image, VO pour la vidéo, Lyria 3 pour l'audio. Et le point qui fait réfléchir, c'est gratuit. Pour ceux qui cherchent une alternative à l'abonnement Adobe, c'est une porte de sortie qui commence à être vraiment crédible. Un rappel rapide mais important, avec tous ces outils, la question de la responsabilité légale se pose de plus en plus. Et la réponse est simple. Même si c'est l'IA qui produit l'image, c'est toi qui la signe, c'est toi qui la livre. Et c'est toi qui es légalement responsable du résultat. L'imputabilité reste humaine à 100%. Pense-y à chaque livraison. Ce qu'il faut retenir de février 2026, c'est que tous ces outils convergent dans la même direction, te permettent de connecter l'image, le mouvement et le son dans une seule chaîne de production. L'IA ne remplace pas le créatif, elle supprime la friction entre tes idées et leur exécution. Ce qui reste et ce qui fera toujours la différence, c'est ton œil, ton exigence et ta vision. On se retrouve le mois prochain. Abonne-toi.